Anne, est-ce que vous êtes, donc j'ai dit, directrice DRH de chez Natixis? Est-ce que vous pourriez nous dire, Anne, combien il y avait de personnes avant le confinement qui travaillaient en télétravail chez vous et combien est-ce que vous êtes actuellement? Alors, avant le confinement, on avait effectivement mis en place un certain nombre de dispositifs de télétravail et on avait, en tous les cas en France, 60% de nos collaborateurs qui télétravaillaient, mais qui télétravaillaient en moyenne un jour par semaine. Il n'y en avait guère que 13% qui télétravaillaient 2 jours par semaine. Et notre accord donne une possibilité maximum de 2 jours par semaine. Donc ça, c'était avant. J'aimerais préciser qu'on avait mis en place, on avait engagé un grand projet de transformation chez Natixis il y a maintenant quasiment 3 ans, qui visait à simplifier la vie de nos collaborateurs. Et nous avions commencé à équiper l'ensemble de l'entreprise avec un déploiement sur 2 ans d'ordinateurs portables de dernière génération, mais aussi de possibilités d'outils collaboratifs, de travail à distance. Voilà, et on avait fait pas mal d'actions de formation aussi et d'accompagnement pour apprendre aux leaders à organiser le travail à distance, animer leurs équipes autrement, etc. Anticiper cette digitalisation, mais vous n'aviez qu'à peu près 1 ou 2 personnes qui travaillaient. D'accord. 60% à distance, voilà. Et donc, et c'était 1 à 2 journées simplement. Ouais, et donc, et là maintenant, vous avez 97%. Pour tout le temps. Oui, tout à fait. Surtout, on a été obligé évidemment d'étendre la possibilité de télétravailler à des métiers qui n'avaient pas cette possibilité jusqu'à présent. On a quelques-uns de nos métiers qui sont très régulés. Les métiers de trader, par exemple, supposent d'avoir un équipement très particulier qui permet d'enregistrer l'ensemble des conversations. On a trouvé des solutions avec notre département de la conformité pour pouvoir également leur permettre de travailler à domicile. Donc voilà, y compris d'ailleurs le top management de l'entreprise qui ne télétravaillait pas, pas pour des raisons techniques, mais plutôt pour des raisons de, allez, on va dire, culture présentielle encore assez forte. On va revenir sur les managers dans 2 minutes. Je voulais savoir chez vous aussi, Agnès, combien de personnes actuellement travaillent en télétravail? Nous, c'est la quasi-totalité, en fait, je dirais, à part certaines fonctions type l'accueil, etc., évidemment, mais sinon, c'est tout le monde. Et pour nous, ça a été très facile, puisque, en fait, on avait déjà, tout le monde avait déjà la possibilité de travailler, de télétravailler. En fait, c'est un projet qui a démarré chez nous il y a 10 ans, et je me rappelle très bien, c'est moi qui l'avais lancé, donc à l'époque, avec beaucoup de réticences rencontrées sur métier sûr, comment je vais contrôler ceux qui travaillent pas, ceux qui sont pas à côté de moi, etc. Et là, on en était depuis 2 ans maintenant déjà à avoir permis à tout le monde de télétravailler jusqu'à hauteur de 2 jours par semaine. Alors au début, il fallait demander des accords, des autorisations, et puis on avait arrêté ça en fait. Et là, on était sur le point juste avant le confinement, de lancer les discussions pour permettre pour faire sauter cette limite de 2 jours. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'on va reprendre d'ores et déjà, mais en tout cas pour nous c'était facile et tout le monde était équipé, iPhone, iPad ou ordinateur, y compris les fonctions support en fait. Donc, il y avait une anticipation chez vous. Alors, chez Salesforce, j'imagine que c'est pareil, Guillaume. Bonjour à tous. Combien aujourd'hui de personnes travaillent? Combien y a-t-il de personnes chez Salesforce et combien en télétravail aujourd'hui? Eh bien, 54 000 employés dans le monde et tout le monde télétravaille. Tout le monde télétravaillait avant également, on va dire plutôt 1 à 2 journées. C'est ce qu'on observe de manière pratique. Maintenant, on a passé tous nos employés. Les 54 000 employés sont en télétravail constant maintenant. Alors, si je comprends bien, c'est clair, il y avait des entreprises comme les vôtres qui avaient anticipé cette digitalisation. Le confinement a accéléré ce télétravail, puisque dans la plupart des entreprises, on passait de 2 journées. Et là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe l'intégralité de ses journées en télétravail. Tout à l'heure, Anne, vous m'avez dit qu'il y avait donc… Ce qui est intéressant, c'est l'anticipation. Je crois que c'est très important. Et l'anticipation, c'est une des marques du management. Vous avez abordé un point tout à l'heure en disant que le management, finalement, a dû aussi se transformer avec cette période de confinement. Et est-ce que vous pourriez peut-être m'en dire un petit peu plus? Quel type de transformation de managériale vous avez vu? Alors, moi, je trouve que c'est c'est un gros changement. C'est vraiment un changement de fond. J'ai été très impressionnée. Alors, on a passé notre temps ces dernières années
à construire un certain nombre de compétences de leadership et à effectivement former, entraîner nos managers. Mais moi, je suis dans un environnement où finalement, les métiers sont assez techniques, c'est des métiers d'expertise et où le cœur de métier des managers est plutôt sur des sujets de production et de production technique. Et c'est compliqué de faire déplacer ça et de vraiment mettre au cœur de leurs préoccupations l'animation d'équipe, le fait de donner du sens, le fait de donner de la direction, le fait de mobiliser et d'engager. Et là, avec cette crise, on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de choses. On leur a donné un peu de support, on les a tutorés un peu, on leur a donné on a posté des trucs, enfin, on a pas mal communiqué là-dessus, mais ils m'ont vraiment impressionné par leur capacité à complètement déplacer le cœur de leur métier, à vraiment passer du temps. Il y avait une culture présentielle dans le management et aujourd'hui, ils se retrouvent avec un manager, avec des équipes qui sont totalement sur télétravail. Ça nécessite quand même une modification, non? Eh bien oui, mais ils ont appris très très vite, en 24 heures, et ils organisent, ils ont changé leur mode d'organisation de réunion, ils font des réunions régulières avec leur équipe, ils donnent de l'attention à leurs collaborateurs, ils prennent le pouls et cherchent à comprendre dans quel état moral sont leurs équipes. Ils donnent de l'information de façon beaucoup plus transparente et directe. Voilà. Et donc, ils ont tous trouvé un autre rythme. Ils font des réunions quotidiennes. Ils utilisent Skype, ils utilisent Zoom, ils utilisent que sais-je encore. Ils s'y sont mis. Et très, très facilement. Et je trouve que c'est un révélateur pour moi, c'est un stress test de leadership. En fait, cette crise. Et c'est un révélateur de rôle. Et ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils gardent de cette période qui est certes extrême et qui ne restera pas le modèle de la suite, mais qu'ils gardent en tête le fait qu'ils l'ont vraiment fait. Ils ont eu cette capacité à devenir des vrais leaders d'équipe et à intégrer ça dans leur cœur de métier, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est intéressant, c'est que sans présentiel. Agnès, vous m'avez dit pareil, que vous êtes rendu compte que le leadership avait dû se transformer et s'adapter. Et vous m'avez dit qu'il y avait un leadership peut-être plus humain, qui était plus empathique par rapport aux équipes. Est-ce que vous pourriez m'en parler davantage? Je pense que tout le monde s'est rendu compte que techniquement, en tout cas pour nous, ça a été assez facile de passer au travail à distance. Mais ce qui était important, alors nous on avait déjà engagé depuis 2 ans en fait un chantier sur le leadership avec la constitution de ce qu'on appelle les team leaders qui doivent s'occuper d'un groupe d'une dizaine de personnes. Et évidemment, eux, ils ont un rôle absolument important à jouer en ce moment. Et donc, on a notamment demandé à ces team leaders de s'occuper de leurs équipes. Donc, on a passé énormément de messages à tout le monde pour leur dire que c'était important d'appeler, de se renseigner, de savoir comment ça se passait. On a des populations très jeunes chez nous. Notre moyenne d'âge, c'est moins de 30 ans. Et on a dans ces populations-là, sans caricaturer, mais quand même, soit des gens seuls, soit des couples avec des jeunes enfants, enfin, ou des parents avec des jeunes enfants. Voilà, et donc ces 2 populations qui, je pense, sont pour qui c'est peut-être plus difficile, soit pour des raisons personnelles, soit de solitude, soit pour des raisons d'organisation quand on a des enfants. Voilà. Donc on a vraiment mis beaucoup de travail là-dessus. On a d'ailleurs issu un guide du travail à distance, en fait, aussi sur comment continuer à être proche de ses équipes, mettre en place des nouvelles routines, des routines sur prendre un café le matin ensemble, faire un point à midi, débriefer le soir, parce que finalement, le télétravail, c'est ça, en fait, c'est aussi travailler autrement et donc arriver à se mettre dans un mode de process en fait quasiment différent. Voilà. Donc on parlera d'ailleurs de l'esprit d'équipe tout à l'heure. Guillaume, pareillement, vous aussi, vous m'avez dit que chez vous, Marc Benioff, vous avez dit family first. C'était vraiment un mode de management différent. Qu'est-ce que ça a révélé le management chez vous? Est-ce que finalement on demande des qualités différentes aux managers en termes de crise et surtout quand on n'a pas de la présence et on a des équipes qui sont loin? Alors déjà, un élément important pour nous chez Salesforce, c'est la confiance. C'est une de nos 4 valeurs et on l'applique aussi d'un point de vue management. Donc cette confiance, bien évidemment, elle est là aussi en cette période un peu difficile.
Maintenant, sur cette période en particulier, on a été assez moteur pour mettre en place des processus, des réunions ou même des services qui sont là pour aider. Vous savez, j'ai vu une étude récente, près de la moitié des salariés actuellement en France sont en détresse psychologique à cause de ce confinement. Donc, notre souci, c'était de voir comment on pouvait vraiment suivre les populations qui étaient seules. Donc, effectivement, on a aussi pas mal de gens qui sont jeunes. Donc, on voit, hein, bien évidemment, quand on reste dans 20 mètres carrés, un petit studio dans Paris, c'est pas toujours très évident. Et en plus, avec la charge de travail. Les familles aussi, bien évidemment, la charge faite notamment par les professeurs est très importante. Donc, il faut pouvoir s'organiser. Et ce qui est amusant, c'est que c'est le même problème partout dans le monde. À San Francisco ou en Angleterre, à Londres ou à Paris, on a les mêmes problèmes de gestion des enfants, de gestion des études, et il faut s'organiser. Alors, un des conseils, par exemple, que on a passé à tout le monde, c'est de mettre des plages spécifiques dans les agendas pour pouvoir plus facilement gérer son temps, parce que ça demande une rigueur beaucoup plus importante. Et il faut inclure, puisqu'on est à 100% du temps en télétravail, il faut inclure les temps de repos, les temps liés aux enfants ou à d'autres tâches. Donc clairement, c'est cette gestion-là qui a été particulière avec la crise. Et puis, on a voulu aussi avoir le souci du bien-être de nos salariés. Et notamment, on a mis en place des séances de méditation. Donc, on a une culture de la bienveillance chez Salesforce assez poussée. Ce que vous dites là, c'est que finalement, cette crise qui nous touche tous, on est tous seuls chez nous, confinés, mais finalement, vous l'avez dit, on partage notre situation avec le monde entier, puisque c'est partout, tout le monde vit la même chose, ce qui est assez étonnant et c'est hallucinant finalement à réfléchir. En fait, donc vous me dites qu'il faut des qualités de management qui sont très différentes, qui a été l'anticipation, la flexibilité, la bienveillance et vous l'avez dit tous les quatre, la confiance. Et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est des 4 mots qui ont transformé le management aujourd'hui. Alors, maintenant, il y a un élément qui est important, c'est l'esprit d'équipe. Parce que comment est-ce qu'on fait pour conserver l'esprit d'équipe quand nous sommes tous seuls? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des conseils à partager avec ceux qui nous écoutent sur la mise en place pour conserver un esprit d'équipe? Avant de vous redonner la parole, je voudrais juste dire aux 200 personnes là, qui sont avec nous que vous pouvez vous aussi partager vos réflexions, vos questions, vos commentaires, simplement en appuyant sur la petite icône converser qui est en dessous de votre écran. Donc, vous avez un petit icône converser. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vous pouvez m'envoyer vos commentaires et nous essaierons avec nos experts d'y partager. Je remercie parce que je vois plein de noms, David Mahé et autres qui sont là, d'être à nos côtés. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager aussi vos questions et vos réflexions. Donc, l'esprit d'équipe, comment est-ce qu'on fait? Anne, vous voulez commencer là-dessus? Comment est-ce que vous avez réussi à conserver l'esprit d'équipe? Plusieurs choses. Enfin, je l'ai cité tout à l'heure. D'une part, nous, on prend le pouls des équipes. Enfin, on a suggéré aux managers de prendre le pouls des équipes toutes les semaines ou tous les 2 semaines à travers un petit questionnaire très simple, 5 questions. Savoir si les uns les autres ont le moral, s'ils s'estiment suffisamment informés, s'ils s'estiment suffisamment en lien, etc., etc. Bon, ça c'est une chose et c'est pour mesurer. Après, les équipes, elles se sont organisées entre elles. Elles organisent des cafés, elles organisent des apéros, elles échangent de l'information, elles s'échangent des photos. Il y en a certains qui font des concours de photos représentant leur lieu de travail à domicile. Enfin, beaucoup de choses qui à la fois sont du domaine professionnel, mais ouvrent aussi sur des espaces un peu plus personnels. Et puis, chacune des équipes trouve le moyen d'avoir des temps d'échange, des temps de parole. Les réunions sont plus courtes, elles sont plus efficaces.
mais en veillant à ce que chacun puisse s'exprimer et chacun puisse contribuer. Après, on a beaucoup priorisé finalement pendant cette période aussi, de façon à revenir ou à se focaliser sur l'essentiel et à garder un certain nombre d'éléments ou de sujets qui soient des sujets de partage, qui soient des sujets mobilisateurs. Et ça, je pense que ça contribue aussi à l'esprit d'équipe. Finalement, on va plus à l'essentiel. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ces outils-là de conférence, on est plus productif parce qu'on va plus vite à l'essentiel, Anne, c'est ça? Oui, parce que, encore une fois, et on le disait avant de démarrer, hein, c'est long, hein, toute une journée en Skype. Donc si vous ne faites pas un minimum d'efforts pour, au-delà de mettre des pauses dans votre agenda, raccourcir la durée des réunions et faire attention à ce que chacun puisse effectivement s'exprimer, donc instaurer une discipline aussi, c'est super important. Mais d'ailleurs, in fine, du fait d'être à distance, du fait d'instaurer cette espèce de discipline, je trouve qu'il y a une qualité d'écoute qui est beaucoup plus forte. Anne, est-ce que vous partagez, Agnès, est-ce que vous partagez cette opinion? Comment chez vous, chez PwC, quels sont les outils que vous avez utilisés pour conserver l'esprit d'équipe et le travail en commun? Parce que l'intelligence collective, c'est ça, c'est quand même du travail en commun. Je pense qu'on a utilisé les mêmes leviers que ceux qu'évoquait Anne. Peut-être pour rajouter quelques éléments. Bon, je pense que la communication, c'est super important aussi. Hein, donc, la façon dont le management communique, les actualités, ce qui se passe, quelle est la situation économique, hein, parce que c'est quand même pas non plus une situation économique facile. Hein. Enfin, en tout cas, pour nous, on a certains métiers qui sont impactés. Donc, la communication est très importante, je pense, pour… Communication. Est-ce que vous avez des calls tous les matins? Est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers? On a des rendez-vous avec notre président qui communique à l'ensemble des équipes. On a des rendez-vous avec les métiers, enfin les équipes ensuite ont des rendez-vous avec les métiers donc là c'est la partie managériale. Et ensuite au sein des différents projets et des différentes équipes. Donc on a énormément finalement de calls dans tous les sens. Mais je pense que en fait nous la difficulté, hein, une des difficultés que je perçois au-delà du fait qu'on fait vraiment nos meilleurs efforts pour discuter avec tout le monde, c'est que aujourd'hui on a pour partager peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué, on a certains collaborateurs qui sont en réduction temporaire d'activité, d'accord, donc qui ne travaillent pas, et donc je pense qu'on a un sujet de communication et d'explication de ce qui se passe, hein, à la fois pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas en fait, hein, qui sont finalement, et une difficulté particulière pour ceux qui ne travaillent pas, puisqu'en plus on n'a pas le droit de les solliciter pour rester en contact en vrai. Voilà, donc si je peux partager juste une difficulté un peu particulière, voilà, parce qu'au-delà de ça, on essaie évidemment d'être en contact. Peut-être un autre angle totalement un peu plus léger. Moi, je crois beaucoup et j'ai toujours beaucoup cru à la résilience physique. Il y a une étude là qui est sortie qui dit qu'aujourd'hui, on observe qu'avec le travail à distance, on fait 27% de moins de pas par jour. Moi, ça m'effraie. Et d'ailleurs, personnellement, je sors tous les jours, tous les matins. J'utilise l'heure possible de sortie parce que c'est super important pour moi. Absolument. Alors, Guillaume, tout à l'heure, vous avez parlé de perte de repères. C'est très important. Comment est-ce qu'on fait pour conserver l'esprit d'équipe et éviter les pertes de repères? Alors, comme le disait Agnès, nous aussi, on a mis une ribambelle de réunions à différents niveaux. Donc, toutes les semaines, Marc Benioff, notre PDG, le comité de direction, fait un point. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau international et au niveau français, ce qu'on a voulu aussi, c'est inviter des clients, inviter des gens de notre écosystème. Par exemple, hier, j'ai organisé un question-réponse avec Xavier Emmanueli pour l'association SOS pour le SAMU social international pour soutien avec le service SOS confinement. Et donc, ça ouvre un peu, ça donne un peu de perspective et ça aère en fait les réunions qui sont effectivement d'équipe. Hein, on a aussi des pots, on a aussi tous ces moments-là. Mais on s'aperçoit qu'avec le temps, beaucoup de réunions sont quand même un peu inutiles. Et du coup, moi, j'avais par exemple au niveau européen une réunion tous les jours à 10 heures. Et bon, c'était un peu redondant parce que à chaque fois, on disait finalement un peu la même chose. Et donc, il faut vraiment
puis les réunions qui sont purement fun, on voit qu'il y a des gens qui ne viennent plus. Donc, il faut vraiment avoir aussi un souci. Delphine, là, qui me pose une question et qui me dit, mais comment est-ce qu'on fait pour conserver la motivation et la santé mentale des collaborateurs dans une situation économique difficile, avec des clients qui sont parfois à l'arrêt ou en difficulté? Vous l'avez dit, Agnès, tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait l'esprit d'équipe quand on a des gens qui travaillent, d'autres qui sont à mi-temps et d'autres qui sont en chômage technique? Parce qu'après, il va falloir tous se retrouver. Voilà. Ouais, alors justement, c'est pour ça qu'on essaye de mettre à disposition des outils, ou des tips que les collaborateurs peuvent aller chercher, en fait, au-delà des animations qu'on peut mettre. Encore une fois, pour ceux qu'on ne peut pas aller toucher parce qu'on n'en a pas le droit. Et puis, on a mis en place aussi, une ligne d'appel que nos collaborateurs peuvent appeler pour parler en toute discrétion s'ils ont besoin de parler de différents sujets et de manière séparée, en fait, du management. Ça veut dire qu'il y a quand même, il faut des lignes pour aider ceux qui se sentent pas bien. Et moi, vraiment, c'est une de mes craintes là, à partir de maintenant. Je pense que tout le monde commence à trouver ça long, avec la meilleure volonté du monde, le fait qu'il se passe plein de trucs. Finalement, quelque part, c'est aussi un challenge intéressant, en fait, de vivre cette période-là. Mais ça devient compliqué. Donc, je pense que là, les prochaines semaines, il faut vraiment qu'on continue à travailler sur ce lien et cette façon de… Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on a eu des communications peut-être un peu… où on peut progresser, je pense peut-être trop descendantes, et je pense qu'on va travailler plus sur comment on fait travailler en groupe de travail, etc. Contribuer, et nous, on a lancé une grande réflexion sur ce qui va se passer, explorer en fait un peu le monde d'après, et on fait participer nos collaborateurs. Voilà. Justement, on va y arriver. D'ailleurs, je vois beaucoup de questions sur ça. C'est le monde d'après. Quelles sont les leçons qu'on va tirer de cette expérience de confinement et comment ça va modifier durablement donc notre relation au travail? Avant de passer à cette question-là, j'ai aussi des questions sur est-ce que ça marche les apéritifs virtuels? Est-ce que c'est important d'avoir ces moments aussi avec les équipes qui ne sont pas simplement du travail, mais qui permettent juste finalement de savoir comment on va et qui remplacent les pauses café? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous les mettez en place dans vos entreprises? Et s'il y a des gens qui sont parmi nous là et que j'aimerais bien savoir si chez vous aussi vous les mettez en place et si c'est des choses qui comptent pour vous. Merci de m'envoyer des petits mots là-dessus. Donc, est-ce que vous les mettez en place? Ça marche chez vous? Ah oui, c'est totalement discrétionnaire en fait, donc on ne les impose pas parce qu'on ne peut pas imposer les choses, mais oui, on les met en place, on les encourage fortement en tout cas. Oui. Anne, Guillaume, c'est pareil aussi? Oui, on a régulièrement ceux qui fonctionnent bien, c'est ceux du vendredi soir, par exemple, à 18h. Thanks God it's Friday. Voilà, et puis on essaie aussi d'avoir un invité aussi qui est là de l'interne. On a par exemple un exec qui était un français qui est basé à San Francisco qui est intervenu, mais ça permet aussi de faire venir finalement les gens et être sûr qu'on a bien cette continuité. Je rajouterais quand même une chose aussi, l'esprit d'équipe, il se crée aussi avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entretient. Et on avait, nous, déjà utilisé des technologies du grand public comme WhatsApp. On a un groupe WhatsApp et tout le monde échange des choses qui sont pas forcément très sérieuses. Et donc ça crée du lien en continu toute la journée. Marie, j'ai David Maillet qui me dit qu'il aimerait bien intervenir sur les questions de l'état psychologique des salariés. David Maillet qui est président de Stimulus. Est-ce que tu as un moyen de lui donner la parole? Ça serait bien. J'ai aussi une autre question qui me dit, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le télétravail comme ça implique beaucoup plus la relation entre le privé et le professionnel? Et ce confinement, est-ce qu'on arrive à garder un esprit corporate? La deuxième question qui vient aussi, c'est comment est-ce que le management arrive à valoriser ceux qui travaillent plus par rapport à ceux qui travaillent moins? Ah, David. Bonjour David. Bonjour Valérie. Vous voulez intervenir? Merci. Bonjour Anne, bonjour Agnès, bonjour à tous. Bonjour. Vous vouliez intervenir, présentez-vous, vous êtes à la tête de Stimulus. Voilà, donc moi j'ai le plaisir d'animer une entreprise merveilleuse qui s'appelle Stimulus, qui travaille sur la santé psychologique au travail. Et donc évidemment, en ce moment, on est très très sollicité par les salariés qui globalement sont en petite forme.
Effectivement, beaucoup d'entreprises font beaucoup de choses, mais force est de constater que le confinement crée des troubles psychologiques spécifiques qui nécessitent autre chose que simplement des actions de convivialité, etc. Il y a une vraie inquiétude par rapport à l'avenir. Il y a des situations délétères liées à des situations personnelles. Et puis, maintenant qu'on sort de cette période de sidération, de crise où tout le monde avait l'énergie de la survie, j'allais dire, et d'urgence, c'est vrai qu'on rentre un peu dans un faux rythme où la perspective de la reprise du travail crée des inquiétudes assez significatives. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui on a eu l'utilisation de nos services de soutien psychologique a été multipliée par 4,5 en cette période, donc c'est absolument considérable. Concrètement, si vous deviez donner à tous ceux qui sont là 3 conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les salariés qui sont en détresse psychologique. Je dirais que le premier point, c'est d'accepter la réalité, qui est que malgré les efforts des uns et des autres, la santé des salariés n'est pas excellente en ce moment. Et concrètement, pour l'engagement pour les mois qui viennent, parce qu'on sait que ça va durer des mois et pas des jours, c'est un premier point. Le deuxième point ensuite, et vous l'avez cité, beaucoup de vos entreprises ont des dispositifs, mais c'est important d'offrir à vos salariés des dispositifs pour permettre de vivre ces difficultés. Le deuxième point, c'est que vous avez parlé de confiance, de bienveillance, etc. C'est que on va pas pouvoir faire, y compris après le 11 mai, reprendre facilement les gens dans les transports. Il y a une vraie inquiétude là-dessus qui fait que là où on était dans un télétravail qui était obligatoire et confiné, on va devenir, on devra quand même laisser du télétravail très généralisé, mais sur une base probablement de plus de volontariat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas revenir en mai à la situation qu'on connaissait en février. On vous retrouve dans les ateliers, mais vous venez de lancer ma deuxième partie, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a posé toutes les difficultés et le constat, qu'est-ce qu'on va garder de cette expérience de confinement pour les années à venir? Comment est-ce que ça va modifier durablement le travail? Est-ce qu'il y aura plus, par exemple, vous allez offrir à vos employés la possibilité de faire 3-4 jours de télétravail au lieu d'1 ou 2 journées? Qu'est-ce que concrètement ça va changer? Moi, je pense que oui. Enfin, on peut difficilement revenir en arrière. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Tous nos salariés ne télétravaillent pas avec, comment dirais-je, avec des conditions très favorables. Et pour certains, c'est très difficile. Et ça, on est obligé de l'entendre. Mais moi, je pense que ce qu'on a appris tout de même ce qu'on aura appris de cette période-là, il faut qu'on le travaille maintenant avant de retourner à l'après-confinement, même si l'après-confinement, il ne va pas arriver comme ça. On sait tous maintenant que ça va être super progressif. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de positif que vous avez retiré de tout ça? Est-ce que, par exemple, je sais que dans une grande banque comme la vôtre, vous avez dit qu'il y avait des métiers vous n'imaginiez pas faire du télétravail qui vont le faire. Est-ce que vous pensez que si les gens faisaient 2 journées de télétravail, on va passer à 3 ou 4? Probablement. Est-ce que vous allez avoir une plus grande flexibilité là-dessus? Ah oui, je pense. Je pense. Et ça va modifier d'ailleurs on est en train de réfléchir au scénario de notre stratégie immobilière en tous les cas. Et on est en train de revoir fondamentalement la manière dont on envisage d'équiper nos locaux de demain. Ça, c'est très important. Vous m'avez dit, Anne, quand on avait préparé ça, en fait, pourquoi revenir au bureau? La question, elle va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va y faire au bureau? Pourquoi y revenir? Agnès, on en a parlé ensemble avec vous. Vous me direz, mais finalement, est-ce que le bureau, ça ne va pas être le lieu de la convivialité, de l'équipe, avec peut-être le travail plus régulier chez soi?
Nous, on était déjà en fait passé en pas de bureau en fait. Hein, on avait déjà depuis 3 ans maintenant, ou 2 ou 3 ans en fait, on n'avait plus de bureau individuel hein, de tout le monde, y compris notre président, le COMEX, etc. Donc, on était déjà passé en mode totalement bureau non personnel. Et là, comme Anne le disait, nous aussi, ça nous pose des questions sur notre stratégie immobilière. On devait reprendre des mètres carrés supplémentaires qu'on a décidé de ne pas prendre, en fait, hein, en tout cas pour l'instant. En tout cas, on a mis en pause. Voilà, parce qu'on pense qu'effectivement, très probablement, ce qu'est un bureau et le rôle du bureau va changer. On n'est pas encore très mûr là-dessus, mais c'est vrai aussi que dans les stratégies de déconfinement qu'on est en train d'élaborer, se pose la question de savoir, et d'ailleurs ça remet en cause exactement cette question-là, c'est qui revient au bureau d'abord, est-ce qu'on fait des rotations, pourquoi faire, les plus jeunes, les plus anciens, etc. Donc on n'a pas encore résolu ces questions-là, mais ça les pose de manière évidente. Voilà. Moi, je trouve ça très bien, en fait, hein, d'ailleurs. Je tiens à ajouter que cette période-là, c'est pas vraiment la période de télétravail telle qu'on peut l'imaginer. Hein. Travailler à 100% du temps en télétravail, c'est pas quelque chose qui est concevable. Cependant, je pense que ce qui est important dans ce changement, c'est que les managers peut-être se disent « Ah, mais oui, quand même, c'est un outil assez flexible, notamment pour aménager son temps, pour pouvoir être peut-être au bon moment à la réunion qui va être organisée avec un client dans l'immeuble du bureau. Et peut-être que finalement, le bureau devient un lieu de convivialité, certes pour l'équipe quand elle doit se rencontrer, mais aussi avec les clients, les partenaires. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on a bien engagé, nous, chez Salesforce. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que beaucoup d'argent sont investis dans les bureaux par les grandes entreprises, que finalement, il puisse y avoir une partie de l'argent qui ne sera pas investi dans les entreprises, qui peut être reversée aux employés avec des espèces de chèques qui permettraient l'aménagement donc d'un lieu de télétravail chez eux. Puisqu'il y a aussi donc, des chèques qui sont pour les transports. Hein. Est-ce qu'on peut envisager, s'il y a moins de transports, qu'il y aura peut-être un chèque donné pour l'aménagement du… Valérie, c'est un peu exceptionnel pour cette crise, mais tous les employés de Salesforce dans le monde ont reçu la possibilité de dépenser $250 pour améliorer l'environnement de travail à la maison. Donc, c'est ce genre de choses, effectivement, qui est intéressante à mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'on le refera plus généralement? Je ne sais pas, mais… Oui, d'ailleurs, j'ai Leandro qui me dit si le télétravail perdure, est-ce que les entreprises ont prévu des mesures financières pour le télétravail pour rembourser, par exemple, les salariés pour leur extra de dépenses en électricité? C'est les vraies questions. Alors, nous, on le compense. Dans notre accord de télétravail, on a mis en place, il y a une allocation mensuelle pour les télétravailleurs qui vient couvrir des frais de connexion ou d'électricité. C'est assez mineur, mais ça existe. Voilà, c'est en place. J'ai aussi des questions sur justement les lieux de travail, parce que quelqu'un me dit là, est-ce que finalement ça ne va pas changer aussi dans le process, et Anne, vous êtes DRH, de recrutement, d'avoir une ouverture des possibles par les recrutements, oui. des gens qui ne sont pas obligatoirement qui viennent de Paris, si vous êtes à Paris, mais qui peuvent être plus loin et qui pourront peut-être travailler en province 4 jours, venir à Paris une journée. Est-ce que finalement ça n'ouvre pas un champ des possibles plus vaste pour le recrutement des talents? Ça, certainement, bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Le fait de pouvoir… Alors, on le faisait déjà plus ou moins, mais je pense que ça va devenir plus régulier, effectivement, de partir du principe que on peut être posé en province durant la semaine et trouver des moyens d'assurer un minimum de temps de présence avec le restant de l'équipe, mais en maintenant ça effectivement au minimum. Ça, c'est une chose. Et puis, il faut quand même pas oublier que durant toute cette période, on recrute tous à distance. Hein. Ça aussi, ça change. C'est fini les entretiens présentiels. Alors, évidemment, jusqu'à présent, on faisait des entretiens par vidéo quand on recrutait des internationaux et on évitait de les faire voyager.
Mais là, c'est tout le monde qui est recruté par Skype. Moi, je trouve. Là aussi, ça change les pratiques. Et ça, c'est des choses que vous garderez, Anne, Emmanuel. Vous pensez que vous continuerez à faire des recrutements par Skype pour éviter aux gens de se déplacer, par exemple? Dans une certaine mesure, et si ça permet d'éviter de se déplacer ou si ça permet de gagner du temps, oui, bien sûr. Il y a une dernière question, parce qu'il faut qu'on l'aborde. Vous savez que notre think tank, c'est sur l'égalité femmes-hommes. Avant qu'on passe aux ateliers, parce que beaucoup de gens sont là pour y participer, quel impact ça va avoir sur l'égalité femmes-hommes? Est-ce que vous avez le sentiment justement que le télétravail, les horaires décalés, un management de bienveillance, est-ce que le fait de moins, parce qu'on ne l'a pas abordé, peut-être de faire moins de voyages d'affaires, ou avant, certains dans vos banques, vous pouvez partir pour un rendez-vous à New York pour 2 heures et revenir, est-ce que finalement, moins de déplacements, ça ne va pas aider les femmes à accéder à certaines responsabilités auxquelles elles n'accédaient pas jusqu'à présent? Moi, je pense que c'est moins les déplacements, encore que ça dépend. Par exemple, nous, on a nos collaborateurs en province, en fait, qui ont souvent beaucoup de déplacements puisque leur territoire géographique est plus large. C'est vrai que c'est vraiment compliqué, en fait. C'est compliqué pour tout le monde, hommes et femmes. Donc, j'espère que notamment là, on pourra dorénavant avoir prouvé que c'est possible de travailler en partie à distance. Voilà, parce qu'on avait aussi ce côté, si nos clients qui n'étaient pas forcément super demandeurs. Voilà, donc j'espère que ça va aider. Je pense aussi que sur l'égalité homme-femme, ça a permis de prendre conscience réciproquement en fait de la charge de travail réciproque réelle en fait. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Tout le monde en parle en fait. Il y a un peu cette dynamique de ah bon, bah, tu as autant de trucs, bah oui, mais attends, mais il faut quand même qu'on se retrouve à midi. Bah oui, mais moi j'ai pas le temps, donc c'est toi qui, etc. Donc je trouve que ça c'est très 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 positif. Merci. Alors Guillaume, on en avait parlé déjà chez Salesforce. Au-delà de déculpabiliser les femmes, est-ce que ça ne va pas déculpabiliser également les hommes qui vont se dire que finalement, ils peuvent eux aussi faire beaucoup plus de télétravail et qui n'ont pas besoin d'avoir du présentiel aussi important? Et qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume? On n'est pas encore une fois, on est dans une culture de confiance. Donc, on a aussi des contrats de travail qui font que les gens ont des objectifs, ils doivent les remplir, et puis après, peu importe comment ils organisent leur journée. Donc ça, s'ils veulent arriver plus tard, c'est pas grave. S'ils doivent bouger pour voir un client avant, eh bien, c'est toujours intéressant de pouvoir rester à la maison si ça évite de faire des allers-retours inutiles sur le lieu de travail. Donc, vous voyez, donc ça donne une très grande souplesse. Alors, d'un point de vue de l'égalité homme-femme, moi je parle en tant qu'homme et je vois que c'est très utile pour moi pour aider mon épouse pour aider ou faire en sorte que je prenne certaines tâches qu'elle aurait peut-être pu faire, mais globalement, par exemple, quand j'ai un enfant qui a besoin d'aller chez le dentiste en journée, c'est généralement c'est entre 9h et 17h, et c'est pas des horaires qui sont très compatibles avec les horaires parisiens de travail. Moi, je peux rester à la maison et m'arranger pour éviter de faire 36 allers-retours. Donc ça, c'est vraiment une question d'agilité et ça met les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Je crois que Anne, c'est vous qui me disiez que quand vous regardez quels étaient jusqu'à présent chez Natixis le nombre de journées, de demi-journées qui étaient pris pour garder des enfants malades, la grande majorité, c'était des femmes. Oui. Alors que là, peut-être, il y a une prise de conscience et des hommes et des femmes qu'ils peuvent travailler tous par télétravail et qu'ils peuvent participer également. Alors oui, ceci dit, quand je regarde les stats sur le télétravail pré-crise chez nous, on a une répartition très égalitaire, c'est 50-50. On a 50% de nos télétravailleurs qui sont des hommes, 50% des femmes. Donc il n'y a pas de différence. En revanche, là, pendant la crise, effectivement, les arrêts maladie pour garde d'enfants ont été portés essentiellement par les femmes. C'est ce que vous me disiez la dernière fois. Oui, tout à fait. Un des messages que j'aimerais transmettre aussi, parce qu'on en a parlé avec nos intervenants, c'était que beaucoup de femmes et ceux qui ont assisté à la session sur la retraite, l'un des grands problèmes de la retraite, c'est que beaucoup de femmes souvent font du tiers-temps pendant 5-6 ans, pendant que les enfants
son petit, peut-être que cette période de télétravail va pouvoir encourager les femmes et leur dire que c'est peut-être pas nécessaire de prendre du tiers-temps et qu'il est possible aussi de pouvoir que le télétravail aide les femmes à rester à temps complet, ce qui aura un impact positif sur leurs revenus et aussi, bien entendu, sur leur retraite. Ne pas oublier que le tiers-temps a un impact dévastateur et désastreux sur la retraite. On va devoir, je vous remercie vraiment à tous, on va devoir passer aux ateliers, donc on va continuer. J'aimerais juste vraiment revenir sur le point. Ce qui m'a semblé important, c'est que vous avez tous dit qu'il y avait un management qui s'était mis en place qui était différent, qui était un management de la confiance, un management de plus grande proximité par rapport aux équipes. J'espère que tout ça restera. Je crois que c'est vraiment important, ce terme de confiance, de flexibilité, de moins de déplacements. On sait que les questions de transport en commun sont importantes et peut-être un champ des possibles plus important avec des gens qui ne seront pas obligatoirement des citadins. Oui, Guillaume. Je rajouterais aussi le respect parce que, en fait, ça, c'est important pour nous en interne chez Salesforce, parce que c'est le respect des diversités, donc des cultures différentes, bien sûr hommes-femmes, mais pas que, et le respect aussi des situations. Donc là, on le voit dans cette période de crise, quand on a effectivement une famille avec des enfants en bas âge, eh bien, il faut respecter du coup les conditions qui sont peut-être un peu plus dégradées que des collaborateurs qui sont célibataires. Donc, vous voyez, c'est ça qui est aussi important à prendre en compte. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir parmi tous ceux qui… Marie, est-ce que tu peux nous remettre peut-être les visages de tout le monde, là, qu'on voit un petit peu les gens qui étaient avec nous? Et si quelqu'un veut intervenir, qui me fasse savoir maintenant. Brigitte Grézy, Olga, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous a envie d'intervenir maintenant, avant les ateliers? N'hésitez pas à me le dire. On n'a que quelques minutes avant de passer à l'atelier. Sinon, je peux peut-être ajouter d'une statistique que j'ai entendue. Ouais, que je trouve intéressante, en fait, qui est sortie d'une étude que j'ai lue aujourd'hui, qui disait que 62% des salariés aujourd'hui resteraient bien en télétravail, alors qu'ils étaient 75% au tout début du confinement à vouloir retourner au bureau. Donc, je pense que le monde est en train de changer. Et la deuxième stat intéressante, c'est qu'ils sont 43% à douter que leur entreprise les laissera faire pour raison de culture du présentéisme extrêmement forte. Voilà. Donc, merci beaucoup, c'est des statistiques importantes. Et ça revient à ce que vous avez dit, Anne, tout à l'heure. C'est la question qui va se poser, c'est pourquoi revenir? Et justement, et comment gérer du coup ce retour? Oui. Ouais, absolument. Écoutez, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la répartition des tâches à la maison. Et comment finalement ça a occupé aussi le temps, pas toujours égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc il y a encore malheureusement des comportements qui ont la vie dure. Vous avez raison et j'aimerais juste quand même, avant qu'on termine cette partie-là et de passer aux ateliers, quand même rappeler qu'il y a eu une progression de 36% de violences contre les femmes et les enfants simplement en région parisienne. Ce sont des chiffres terribles. Et moi, le message que j'ai envie de lancer, je sais que chez Marie-Claire, c'est un sujet qui est très important, Gwenaëlle. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots là-dessus, mais vraiment, on encourage à faire beaucoup de vigilance autour de vous. Si vous avez autour de vous des gens en souffrance, je pense que le rôle de l'entreprise, il est important, mais notre rôle individuel aussi à tous est essentiel. Valérie, sur SOS Confinement, donc le service du SAMU social international, depuis le 8 avril, c'est 2/3 des appelants sont des femmes. Donc c'est important parce que c'est donc une ligne d'écoute pour les gens qui sont en détresse psychologique. Et là, on voit encore que c'est révélateur peut-être de conditions difficiles pour les femmes. Mérette veut parler. Marie, est-ce que tu peux me mettre Mérette en ligne? Est-ce que tu peux me la mettre en vidéo pour qu'on puisse voir? Et puis peut-être me mettre un peu, parce que nous sommes très, très, très nombreux, il faut le savoir. Si on peut voir un peu tout le monde, que je puisse saluer. Et ensuite, nous passons aux ateliers. Mérette? Alors, est-ce que moi, je peux mettre Mérette directement? Ça, je ne sais pas. Normalement, je suis là. Bonjour Mérette, merci d'être avec nous. Merci pour l'initiative et merci à vous deux aussi, Agnès et Anne. C'est super intéressant. Guillaume aussi qui est là.
Bah, quand même, il n'y a pas d'égalité homme-femme dans le panel d'intervenants. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je ne vous connaissais pas avant, c'est pour ça. Non, je voulais juste apporter un petit regard que j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec Agnès, avec un témoignage. Je suis donc norvégienne, je vis en France depuis très longtemps. Je trouve aussi que cette période de confinement, notre raisonnement, la façon d'aborder le télétravail comme étant implosionné entre voilà, le télétravail, il y a des journées réservées au télétravail et des journées réservées pour venir au bureau. Je pense que ce qu'on pourrait aussi se dire, c'est que pourquoi pas aménager la journée de travail un petit peu à l'image de ce qui se pratique dans les pays nordiques, où finalement la journée se termine très très tôt. Ensuite, on s'occupe de soi, de sa famille, de ses enfants si on en a, ou autre chose, de soi, simplement pour faire de l'activité sportive ou autre, hein, enfin peu importe quoi. Et ensuite, on est tout à fait prêt à retravailler en fin de journée, mais sur un rythme de plus de poser, préparer des dossiers, etc. En fait, la journée est décomposée et en fait, en réalité, vous ne voyez plus personne dans les bureaux en Norvège après 16 heures. C'est vu comme un dysfonctionnement et c'est comme ça depuis de nombreuses années. Ça peut arriver, mais ça veut dire qu'on est en charrette. Donc, si on est en charrette en permanence, c'est vu comme un dysfonctionnement. Bah, écoute, merci beaucoup, Mérette, pour ce témoignage que je trouve effectivement important. Donc, je crois que ce qu'il faut garder, hein, c'est confiance, flexibilité dans le travail, dans les horaires, le respect. Et je pense que tout ça, ce sont des éléments importants qu'il faudra garder après le déconfinement, parce que tout ça doit servir à quelque chose. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux ateliers. Merci à tous mes intervenants. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le déconfinement parce que c'est pas gagné. Ça ne va pas être quelque chose de facile. N'hésitez pas si vous voulez partager avec nous à l'occasion de nos newsletters et aussi sur Marie-Claire des éléments. Vous savez que Marie-Claire est votre partenaire, vous êtes le nôtre et nous sommes votre partenaire aussi pour vous adresser aussi aux hommes et aux femmes. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a énormément d'hommes qui sont présents également sur ce webinaire. Ça signifie aussi peut-être qu'il y a plus de temps pour pouvoir participer à ce genre d'événement aussi pour les hommes. Parce que là, on a aussi au moins 30% d'hommes présents sur ce webinaire. Donc, merci à tous.